Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Vous étiez 100 000 à participer au grand repas aujourd'hui en Touraine et dans le Loir-et-Cher. Au menu, des saveurs locales découvertes dans ce journal. Il y a 10 ans, l'affaire des bébés congelés. Véronique Courgeot avouait un triple infanticide. Honte de choc en France. On en parlera avec Caroline Devos qui a suivi l'affaire à l'époque pour la Nouvelle République. Et puis notre enquête sur la pauvreté des agriculteurs. Seulement 350 € par mois, c'est ce que gagne un tiers d'entre eux selon la MSA. Reportage en Indre-et-Loire. C'est l'événement du jour, 100 000 gourmands réunis ce midi en Touraine, mais également dans le Loir-et-Cher autour d'un menu unique. Ça s'appelle le Grand Repas dans le cadre de la Semaine du Goût. Écoles, maisons de retraite, entreprises ont répondu à l'invitation de l'association Tours Cité Internationale de la Gastronomie. Le but, mettre en avant les produits locaux. Reportage à Tours d'Aurélie Renaud. 11h30 à l'école élémentaire Clocheville à Tours. Les élèves de CP sont les premiers à s'installer à la cantine. Aujourd'hui, les 8000 écoliers d'Indre-et-Loire auront le même menu. Aiguillettes de poulet et courgettes, fromage de chèvre, riz au lait et en entrée, il y a des salades, des carottes, et non, les carottes râpées et encore des carottes râpées. Du rayon. C'est quoi le rayon? Du cochon. Avant, j'aimais pas les carottes râpées, maintenant j'adore. Pourquoi tu te mets à aimer ça maintenant? Parce que j'ai goûté. Au même moment, au Vinci, à quelques bulles près, le menu est exactement le même. Il est servi aux aînés. Parmi les 900 convives, il y a Paulette. Elle vient de souffler ses 102 bougies. La charmante centenaire a toujours prêté beaucoup d'attention à ce qu'elle mettait dans son assiette. Comme je vis toute seule depuis bientôt 60 ans, c'est rapide. Mais j'aime bien manger tout ce qui est frais. Vous faites vos courses, vous allez au marché? Oui, je vais au marché tous les samedis. Initié par Tours Cité de la Gastronomie, le Grand Repas, c'est la célébration des produits locaux et l'accent mis sur le partage. À la mairie, dans la salle des mariages, 200 couverts sont servis aux bénéficiaires d'associations. Fazar Arman est afghan, il est demandeur d'asile. Pour lui, ce repas, c'est d'abord se sentir un peu moins seul. Je suis content. Je peux parler de ce qui me préoccupe, mais dans un contexte agréable. On a tous des choses à partager ici. Aujourd'hui, le Grand Repas s'est également exporté dans quelques établissements du Loir-et-Cher. Lors de sa prochaine édition, le menu unique devrait également se régionaliser. D'ici là, le maire de Tours souhaite solliciter le Guinness Book des records grâce aux 100 000 assiettes servies le même jour sur un même territoire. Soirée mouvementée hier pour une centaine d'habitants de Tours. En cause, 3 débuts d'incendie dans un périmètre réduit, sans que l'on puisse pour l'instant établir un lien entre eux. Le premier à 18 h rue Jardin-Bousignac, dans le quartier Roche-Pinard, occasionnant un important dégagement de fumée. 50 personnes évacuées, 2 occupants légèrement intoxiqués. L'incendie, parti du rez-de-chaussée, serait d'origine électrique. Et puis vers 20 h 30, autre sinistre, cette fois avenue Saint-Lazare, dans le quartier du Sanitas. Là encore, une cinquantaine de personnes évacuées, une personne incommodée à cause des fumées. La piste criminelle est en revanche privilégiée. L'incendie est parti de 2 véhicules stationnés à proximité d'un foyer logement. Selon un témoignage recueilli sur place, plusieurs départs de feu ont déjà été signalés à cet endroit précis en à peine 3 semaines. Enfin, autre voiture incendiée quelques centaines de mètres plus loin, rue de Luynes. Il y a 10 ans, l'affaire des bébés congelés, l'un des faits divers les plus marquants des années 2000. Caroline Devos, bonsoir. Vous êtes journaliste à la Nouvelle République à Tours. Vous avez couvert l'affaire à l'époque. Vous étiez en France et en Corée. Alors le 16 octobre 2006, la tourangelle Véronique Courgeot avouait le meurtre de 3 nouveau-nés. 2 seront retrouvés dans le congélateur du logement familial à Séoul, en Corée du Sud. Quand vous découvrez les faits en juillet 2006, est-ce que vous vous dites d'emblée c'est une affaire hors norme?
Oui, je crois qu'immédiatement, on a senti que c'était une affaire exceptionnelle. D'abord parce qu'il y a eu une sorte de mystère pendant plusieurs semaines. D'un côté, il y avait les enquêteurs coréens qui accusaient les époux Courgeot d'être les parents des 2 bébés retrouvés morts à Séoul. Et puis de l'autre, en Touraine, ici, il y avait Véronique et Jean-Louis Courgeot qui, eux, criaient leur innocence et disaient qu'ils n'avaient rien à voir dans cette affaire. Et immédiatement, cette affaire a fait énormément de bruit. Beaucoup de reporters français et coréens sont venus à Tours pour faire leur reportage sur cette affaire. Et évidemment, la nature des faits aussi, et le fait que ce soit un infanticide potentiel a fait énormément de bruit. On a tout de suite su que c'était une affaire qui allait faire beaucoup de bruit. Alors vous l'avez dit, Caroline, Véronique Courgeot passe aux aveux le 16 octobre. Des aveux tardifs. Pendant plusieurs mois, elle a nié avoir accouché de ses bébés, les avoir tués. Pourtant, il y avait des preuves accablantes. Il y avait des preuves en Corée du Sud puisque les enquêteurs coréens avaient mené des expertises ADN et avaient déterminé que selon eux, Véronique et Jean-Louis Courgeot étaient bien les parents des 2 bébés qui avaient été retrouvés dans le congélateur de la villa. Mais Véronique Courgeot et Jean-Louis Courgeot disaient que les enquêteurs s'étaient trompés. On a même parlé d'un complot éventuellement. Et il a fallu donc des semaines pour que la justice coréenne transmette à la justice française les preuves et que les expertises ADN soient refaites ici en France par un laboratoire français. Et ce jour-là, donc le 16 octobre 2006, ce laboratoire a livré les résultats de cette expertise et a confirmé ce qu'avaient dit les enquêteurs coréens, c'est-à-dire que Véronique et Jean-Louis Courgeot étaient bien les parents de ces bébés. Alors vous avez suivi le procès de Véronique Courgeot en juin 2009. Au-delà des faits, qu'est-ce que vous retenez de ce procès? Je pense notamment à l'aspect psychologique. Il y a effectivement, je crois que c'est là où cette affaire est vraiment importante et exceptionnelle, c'est sur le fait qu'on ait cherché vraiment dans la psychologie de Véronique Courgeot ce qui a pu permettre d'arriver à cette situation incroyable, parce qu'en plus la plupart des affaires d'infanticide concernent des femmes très jeunes ou de milieux très défavorisés, et là c'était pas le cas, c'était une femme ordinaire comme moi, comme n'importe quelle autre femme. Elle avait déjà des enfants, donc c'est vrai qu'on avait énormément de mal à comprendre. Il y a eu à l'occasion de cette affaire un débat autour du déni de grossesse, et c'est vrai que le grand public a découvert cette notion de déni de grossesse à cette occasion. Je crois qu'on a jeté un regard différent sur les mères infanticides à partir de cette affaire. Merci Caroline Devos d'être venue sur notre plateau. Aujourd'hui, Véronique Courgeot vit toujours en Touraine. Et maintenant, notre enquête sur la pauvreté dans le monde agricole. Les chiffres publiés hier par la Mutuelle sociale agricole sont éloquents. Un agriculteur sur 3 gagne aujourd'hui 354 € par mois. Une paupérisation accélérée par une crise des prix sans précédent. L'Indre-et-Loire n'échappe pas au fléau. Reportage de Sabrina Meloul à Flovier, près de Loches. 90 000 € en moins de chiffre d'affaires cette année, c'est le constat que Xavier a dû faire il y a quelques mois. Fils d'agriculteur, cet homme passionné par son métier a repris l'exploitation familiale en 2005. Autour de lui, 5 confrères ont mis la clé sous la porte ces derniers mois. Xavier résiste, même si aujourd'hui, à l'instar de 20% des agriculteurs, il ne dispose plus d'aucun revenu. On ne gagne pas un radis, on travaille, les vaches, au lieu d'avoir le meilleur, elles n'ont pas le meilleur. Vous savez, la tranche de jambon, il y avait couenne et sans couenne. Nous, elles mangent la couenne, elles ne sont pas sans couenne. C'est pas le premier prix. Les minéraux, voilà, on fait attention surtout. Les produits végétaux, on rogne. Les petits veaux, au lieu de passer du temps à les sauver, on ne les sauve pas. Quand ils sont malades, ils meurent. En 2015, la Mutualité sociale agricole comptait 30% d'agriculteurs avec un revenu inférieur à 4 248 € par an, soit 354 € par mois. La filière agricole en Indre-et-Loire a perdu 30% de son chiffre d'affaires en un an. Résultat, le monde agricole est en état de cessation de paiement. Quand je dis qu'ils n'ont plus de revenus, ça veut dire qu'ils sont obligés d'emprunter pour manger. Je pense qu'on est à la croisée de savoir la France et l'Europe, parce que je suis un pro-européen quand même, mais malgré tout, la France et l'Europe, quelle agriculture ils veulent demain. S'ils veulent plus que 100 000 agriculteurs demain, il faut qu'ils le disent et on déménage. On aura des gros groupes extérieurs, vous l'avez entendu parler, on aura des Chinois qui viennent acheter la terre, on a des gros industriels qui peut-être achèteront les exploitations et tout. Voilà, on peut aller vers ça, mais ça c'est évident.
Travailler 7 jours sur 7, faire des plans de trésorerie avec sa banque pour enfin honorer ses dettes envers les fournisseurs. Voilà le quotidien de nombreux agriculteurs aujourd'hui. Ce qui est encore plus schizophrénique pour un exploitant, c'est qu'un producteur laitier, un producteur caprin, quelqu'un qui a des animaux, il se lève tous les jours pour les soigner, pour aller les traire, et il sait qu'il perd de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les exploitations tiennent, c'est parce que arrivent encore à prélever un peu pour manger tous les jours, parce que l'enjeu il est quand même d'abord là. C'est à coup de crédit, parce que la banque soutient, parce que les délais de paiement chez les fournisseurs s'allongent, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Événements climatiques, fièvre catarrhale, crise des prix des produits agricoles. Depuis l'après-guerre, la profession ne s'est jamais aussi mal portée. Dans le Loir-et-Cher, cette fois, le préfet vient de réquisitionner 15 logements sociaux, soit 60 places pour accueillir de nouveaux migrants de la jungle de Calais. Cette ouverture porte à 110 le nombre total de places disponibles dans le département. Et puis, la région Centre-Val-de-Loire va devoir réaliser de nouvelles économies. L'Assemblée débat depuis aujourd'hui et jusqu'à demain à Orléans de l'orientation de son budget 2017. Une nouvelle contrainte, 23 à 26 millions d'euros de dépenses supplémentaires jusqu'alors dévolues au département. La dotation de l'État ne couvrira que 17 millions. Ce soir, ne manquez pas notre deuxième numéro du Grand Talk, l'hebdo de l'actualité dans le Val-de-Loire. En cette journée nationale de la sécurité routière, la rédaction s'est notamment intéressée à cette année noire sur les routes d'Indre-et-Loire. Près de 30 morts. Extrait. Cette semaine, notre grand dossier, la sécurité routière. En 2016, la Touraine a connu une année noire, 29 morts sur les routes depuis janvier, plus de 500 blessés dans plus de 400 accidents. La conscience, ils l'ont de l'infraction qui est commise, puisque c'est vrai qu'en gros, les 2 tiers des accidents mortels que nous pouvons constater en zone gendarmerie sont principalement dus, enfin les 2 tiers, pour la vitesse et puis les conduites addictives que sont l'alcool et les stupéfiants. Il n'y a pas une typologie précise on va dire, du délinquant routier. Maintenant, c'est vrai qu'on rencontre malheureusement de plus en plus de récidivistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui conduisent sans permis. C'est décourageant quand même de tomber sur des gens comme ça qui recommencent encore et encore. Ils ne se rendent pas compte du danger finalement. Ils ne se rendent pas compte du danger. Enfin, pour celui qui roule sans permis, il le connaît très bien le danger. Maintenant, à savoir où sont les obligations des uns et des autres, on se sent toujours obligé, mais j'ai pas le choix, il faut que je conduise. Voilà, non, parce que quelque part, derrière, il y a les assurances qui ne sont pas prises en compte, il y a tout un tas d'éléments auxquels les gens ne pensent pas forcément quand ils prennent le volant alors qu'ils n'ont plus le permis. Non, c'est important d'être, nous, présents sur le terrain. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, l'a annoncé la semaine dernière à Tours. Le théâtre de l'Olympia fera bientôt partie des 40 centres dramatiques nationaux existants. Objectif atteint donc pour le directeur du théâtre, Jacques Vincey. Qu'attendre de ce label? Quel rayonnement pour l'Olympia? On en parle avec lui dans quelques instants. À tout de suite.